Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 19h50, c'est l'heure du journal et voici les titres. À la une ce soir, encore un autre cas de féminicide. Un jeune homme ôte la vie à son ex-copine dans la ville d'Obala. Le bourreau dit avoir sanctionné sa victime pour ce qu'il a qualifié de trahison. Elle avait révélé ses coups de vol répétés dans son lieu de service. Il paye gros pour son entrée dans les geôles des forces de maintien de l'ordre. Un jeune homme est en détention administrative pour production de fausses monnaies à Douala. Il tombe dans les filets de la gendarmerie après une perquisition dans son domicile. On y découvre près de 100 millions de francs CFA. Les Lions indomptables de football tenus en échec par l'équipe de l'Eswatini, les hommes de Marc Brice n'ont pas fait mieux qu'un nul en Afrique du Sud. 0 but partout, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Paul Kagame et Félix Tshisekedi se sont rencontrés à Doha, au Qatar. Une rencontre surprise alors que les deux présidents étaient attendus mardi dernier en Angola pour mettre fin au conflit dans l'ex de la République démocratique du Congo. Et ils affichent leur volonté d'un cessez-le-feu. Voilà pour les titres. Ouvrons ce journal par cette grève des enseignants qui plane sur le 3e trimestre de l'année scolaire. Annonce faite au cours d'une conférence de presse organisée ce jour à Yaoundé par le collectif des organisations des enseignants du Cameroun. Ils somment le gouvernement d'appliquer sans délai leurs revendications. Joël Diom 3 et Link Vonor. Conditions de vie et de travail précaires des enseignants, niveau médiocre des élèves, programme scolaire inadapté et sous-financement du secteur de l'éducation, avec seulement 3,3% du PIB alloué. C'est pour la réalisation de ces griefs et bien d'autres que les membres du collectif des organisations des enseignants du Cameroun, COREC, étaient face à la presse ce 19 mars à Yaoundé. Plus que par le passé, le collectif entend saisir le taureau par les cornes. Nous incarnons l'unité de tout le corps enseignant. Nous ne sommes pas venus quémander quoi que ce soit. Nous sommes venus exiger. D'un ton ferme et déterminé, le COREC va demander au gouvernement la réalisation d'une demi-douzaine de revendications en urgence absolue. La tenue immédiate et effective du Forum national de l'éducation. L'adoption et la signature immédiate d'un nouveau statut spécial pour le personnel éducatif. Élaboration et mise en œuvre sous délai d'une convention collective pour les enseignants du secteur privé. Régularisation immédiate et sans condition de la situation de tous les personnels en situation d'illégalité dans les établissements publics. Et si les pouvoirs publics n'accèdent pas à cette demande, le collectif compte paralyser la rentrée scolaire du 3e trimestre dans le primaire et le secondaire. En guise d'ultimatum, si rien n'est fait jusque-là, nous annonçons dans une semaine de grève, dès le 21 avril 2025, école morte. Pour ce qui est des échéances électorales à venir, le COREC a dit vouloir éplucher les programmes des candidats afin d'y dénicher la place occupée par l'éducation et d'en tirer toutes les conséquences. Et je vais l'annoncer en titre, un homme soupçonné d'avoir commis un crime odieux à Obala, dans la Léquier, région du centre. Ancien vigile d'un établissement scolaire, il aurait tué son ex-compagne qu'il reprochait d'avoir dénoncé ses coups répétés dans son lieu de service et surtout d'avoir mis fin à la relation. Les précisions dans cet élément de Karel Mezatiatouya et Samuel Ebakisse. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 21 au 22 juillet 2024 à Obala, dans la Léquier, région du centre. L'assassin présumé a pénétré dans la demeure de son ex-compagne, Dame de Kodem, et lui a sauvagement tranché la gorge, se servant d'une machette. Il a quasiment décapité sa copine. Il lui a ouvert la gorge. Le suspect est passé aux aveux, prétendant qu'il s'agissait d'un crime passionnel.
Cependant, les faits suggèrent que son acte aurait été motivé par une toute autre raison. La victime aurait dénoncé ses vols répétés dans l'établissement scolaire où il travaillait en tant que vigile. Ils s'étaient séparés. Il semblait qu'il avait l'habitude de chaparder des choses là-bas. Bon, la copine l'a trahi. Il semble que c'est cette colère-là. Elle l'a mise dehors parce qu'elle habitait chez elle. Après son forfait, il prend la fuite. Mais la police l'a extirpé de son trou au village de Bolnkok, situé dans l'arrondissement de Dzendouang. C'est l'occasion pour moi ici de remercier d'abord les forces de maintien de l'ordre pour ce travail remarquable, mais également remercier nos populations tout en les rassurant de notre disponibilité afin d'assurer la protection des hommes et des biens. Un soulagement pour la famille de la victime, encore sous le choc de la perte tragique et brutale de leur être cher. Ce qui est déjà passé. Nous, on a perdu. Et lui, il est encore vivante. On n'a pas le choix. On rend tout ça dans les mains de Dieu seulement. Le présumé assassin est désormais entre les mains de la justice. Et de la fausse monnaie saisie en abondance dans la ville de Douala, près de 100 millions de francs CFA récupérés dans le toit du domicile d'un fabricant de faux billets qui l'écoulait depuis des années dans la métropole économique. Le butin découvert lors d'une perquisition des éléments de la compagnie de gendarmerie de Douala 2e. Les détails avec Junior Ossa et Stéphane Bidac. Environ 100 millions de francs CFA, soit 92 millions de francs de la BEAC et des coupures de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest. Mais attention, il s'agit de faux billets retrouvés sur le toit d'un présumé fabricant de fausses monnaies résidant au lieu dit laboratoire Mekar au quartier Bonamoussadi à Douala. Suite aux multiples plaintes des populations concernant les faux billets, la circulation des faux billets, compte rendu a été fait à la hiérarchie, notamment le commandant du groupement de gendarmerie territorial de Douala ainsi que le commandant de la Légion, qui nous ont prescrit d'ouvrir rapidement des enquêtes et de mener des investigations pour pouvoir mettre à nu ce réseau-là et mettre un terme à ce phénomène qui est un fléau assez prononcé. C'est le butin d'une perquisition effectuée par les éléments de la compagnie de gendarmerie Douala 2 entre 22h et 2h du matin au domicile du présumé fabricant. Celle-ci va permettre de saisir cette forte somme de fausses monnaies contenues dans des emballages plastiques de couleur noire entreposés sur la toiture. Aux populations, nous recommandons beaucoup de vigilance quand elles comptent les billets, parce que généralement les cibles sont les gens qui viennent faire des échanges de grosses monnaies, de beaucoup de sommes d'argent. Pour l'heure, le présumé fabricant de faux billets est en garde à vue administrative. Et dans l'actualité également, de nombreux pays frappés par une restriction de voyage aux États-Unis, parmi lesquels le Cameroun. Le pays de Paul Biya a 60 jours pour remplir certaines conditions, faute de quoi se retrouvera sur les listes orange et rouge, une situation qui arrive au moment où le pays s'est engagé dans les passeports biométriques jugés plus fiables et sécurisés. Junior Ossin nous en parle dans cet élément. Le Cameroun fait partie de la liste jaune des pays frappés par une interdiction de voyage aux États-Unis. Le pays de Paul Biya a 60 jours pour remplir certaines conditions, faute de quoi il se retrouvera en zone orange ou rouge, indique le département d'État en charge de la sécurité intérieure. Les raisons sont multiples. Les Camerounais doivent régler par exemple la crise anglophone qui aujourd'hui mine le vivre ensemble camerounais, qui aujourd'hui mine la cohésion de notre pays. Les États-Unis estiment que si un pays se trouve dans cette situation, n'ayant pas réglé les problèmes sécuritaires, cela ne vaut pas la peine d'envoyer ses citoyens sur son territoire, qui est un territoire sécurisé. Cette mesure de Donald Trump, pilotée par la Direction nationale du renseignement et les services consulaires, exige au Cameroun de donner des gages sur des pratiques de sécurité soupçonnées d'être inadéquates dans la délivrance des passeports. Ceci arrive au moment où le Cameroun valorise son nouveau passeport biométrique. Après le grand succès du projet de passeport qui a propulsé le pays dans les top 15 membres de l'OACI en matière d'efficacité du système, la mise en place d'un système moderne d'identité fera du Cameroun un véritable pionnier
toujours à l'avant-garde de l'innovation dans le domaine. Rappelons que la liste est divisée en 3 catégories. La liste rouge pour les pays dont les citoyens pourraient se voir interdire toute entrée sur le sol américain. La liste orange dont les citoyens pourraient faire l'objet de certaines restrictions. Et la liste jaune dont fait partie le Cameroun qui a 60 jours pour remplir certaines conditions, faute de quoi il se retrouvera sur les listes orange ou rouge. Et à Douala, les premières gouttes. Le temps annonce l'arrivée de la saison des pluies avec des prévisions de fortes précipitations. Selon les experts, face au risque d'inondation, les habitants se préparent chacun à leur manière. Fatima Ndale et Stéphane Binac ont recueilli leurs témoignages sur le terrain. Voici leur reportage. Les premières gouttes frappent le sol, annonçant la grande saison des pluies. Bientôt, les averses, puis les inondations dans les maisons. À Douala, chacun se prépare à sa manière pour ne pas être emporté par le flot. Les précautions que nous prenons, c'est de déménager. Parce qu'on travaille et le patron ne veut pas entendre qu'il a plu. Donc on prend des dispositions pour déménager le plus tôt possible avant que le pluie n'arrive. Ça entre dans ma maison que vous voyez là, dans ma maison. Et mon mari a bien construit ma maison, c'est en dur. On a un peu élevé les portes. Mais quand il pleut abondamment, ça traverse. Certains unissent leurs forces pour contrer l'assaut des pluies, espérant que le quartier ne se transforme pas en bassin improvisé. On a dit qu'on continue d'aider tout le quartier. Moi-même, personnel, comme j'ai la machine que j'ai fait le gâteau là-bas, j'ai donné 5 000. Même le pont, on a commencé à creuser le grand pont d'entrée là. Oui, on a creusé jusqu'à arriver à un niveau, ils sont arrêtés. Ici au quartier, chaque bloc, on s'immobilise juste pour nettoyer nos rigoles qui passent au quartier. Il fait un moment où nous on entre dans le drain, dans le bloc. On entre dans le drain, mais on a vu que ça infectait beaucoup de gens. Ça a donné à la marie de peau, tout ça. On ne peut plus entrer. Nous n'entrons plus dans le drain. Donc on sécurise seulement, n'est-ce pas, les rigoles du quartier. D'autres, pourtant, attendent le déluge, faute de moyens ou par routine. Tu sais que la pluie va arriver tôt ou tard, même si ça se calme, ça va arriver. Actuellement, moi ici, je ne fais rien. Quand ça nous surprend sur place, on se monte. Plus on ne sait pas quand il va pleuvoir. Parfois il pleut, il y a plus d'inondation, parfois il y a moins, ça n'entre pas. La météorologie prévoit pour cette saison de pluie des quantités importantes de précipitations. Dans la région du littoral, les départements du Vouri et de la Sanaga maritime sont en ligne rouge parce que justement des pluies modérées à élevées pour ce qui est du Vouri autour des 150 mm en moyenne par mois jusqu'à la fin du mois de mai seront donc à redouter. S'assurer d'être dans des zones protégées, donc éviter les zones à risque que sont les flancs de collines, les bas-fonds et les canaux de drainage. Se préparer ou subir, chacun sa méthode. Mais la pluie, elle, ne se fait pas désirer. Et la saison des pluies rime avec saison agricole. Lors de la cérémonie de lancement à Baganté, les agriculteurs ont été outillés pour mieux l'aborder cette année de 2025, en les encourageant davantage à s'impliquer dans les produits bio, en qualité et en quantité, pour résoudre les problèmes d'insuffisance alimentaire. Le récit de Fatima Ndale sur les images de notre correspondant dans l'Ondé, Abraham Sarr. Venus des 4 coins de l'arrondissement de Baganté, les agriculteurs se sont réunis ici, à l'esplanade de la délégation de l'arrondissement de l'agriculture et du développement rural, à l'occasion du lancement de la saison agricole 2025, où une auto-évaluation a été effectuée. Occasion pour les experts d'édifier et de galvaniser ces derniers. Et quand un sol est acide, alors elle devient infertile. Un sol acide favorise également le lessivage des éléments nutritifs. Voilà pourquoi je vous demande de mettre en pratique la formation que vous venez de recevoir, car je suis sûr qu'avec vous, nous allons ensemble assurer l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. La terre ne trompe pas. Pourriture, gestion des terres arides, la mauvaise utilisation des produits phytosanitaires sont entre autres les difficultés qu'ont rencontrées les agriculteurs lors de la saison passée. Face à cette situation, ils ont été outillés et sensibilisés afin de booster les rendements en qualité et quantité. Il y avait le problème de pourriture
de tiges. Les engrais, on avait besoin aussi des engrais. Ça va vraiment nous motiver à améliorer notre agriculture. Qui vont nous permettre de booster nos productions sur le plan agricole. J'en suis vraiment flatté. Pour les encourager, ils ont reçu des dons de produits phytosanitaires bio venant du gouvernement. Ces agriculteurs repartent étant armés moralement et matériellement, prêts à faire face au prochain commis agropastoral. Et comment amener les ports camerounais à travailler en synergie pour plus d'efficacité? Cette question trouve réponse dans une étude sur l'opérationnalisation de la complémentarité des places portuaires du pays, rendue publique ce 19 mars. L'autorité portuaire nationale, à l'origine de cette étude, entend mettre en lumière les opportunités offertes par le réseautage portuaire au Cameroun. Claude Audrey-Mbala et Lung Vandor. Le Cameroun ambitionne de devenir un hub logistique de premier plan en Afrique centrale, avec des ports qui jouent un rôle clé dans le commerce national et régional. Pour atteindre cet objectif, l'autorité portuaire nationale a lancé une étude sur l'opérationnalisation de la complémentarité des ports du Cameroun pour améliorer leur productivité et la compétitivité. Il s'agit d'une stratégie nationale qui veut actualiser le schéma directeur national de 2009 qui permet donc à l'APN d'avoir les éléments suffisants pour booster le secteur portuaire camerounais en termes d'orientation stratégique des investissements et de la mutualisation, la synergie. Cette étude s'inscrit dans le cadre d'une politique stratégique des États et des entités en charge de la coordination des activités portuaires. L'objectif est de créer un système de complémentarité pour renforcer les liens entre les ports et promouvoir une gestion efficace des flux de marchandises. Il faudrait que si un bateau part de Kribi, qu'il soit à même de trouver les installations à Limbe et à Douala, qui puisse accueillir le trafic. Donc la première chose, c'est que l'État mette à niveau l'ensemble de l'outil portuaire du Cameroun. Et deuxième chose, il faut que les ports se parlent, qu'ils se concertent. Ces résultats représentent une étape significative vers l'opérationnalisation d'une stratégie qui pourrait faire du Cameroun un pivot maritime incontournable en Afrique centrale. Et ce 19 mars marque le début de la deuxième assise régionale sur les enjeux du développement des énergies renouvelables dans la région du littoral. L'objectif pour les acteurs de ce secteur, vulgariser et promouvoir les énergies renouvelables dans les villes et les villages. Cyril Kwakam, Emmanuel Tibuy. D'ici 2030, la mairie de la ville de Douala entend réduire de 40% sa consommation d'électricité à partir des énergies renouvelables. L'énergie usuelle que nous utilisons, notamment pour l'éclairage public, nous coûte assez cher. Et il est question aujourd'hui de penser autrement, de penser à de nouvelles sources d'énergie pour pouvoir développer notre pays, pour pouvoir développer les ménages et ainsi de suite. Donc nous pensons aux déchets que nous pouvons valoriser et transformer en électricité. Nous pensons également aux panneaux photovoltaïques que nous mettons déjà en œuvre à travers des initiatives. Produites à partir des sources comme les déchets ménagers, les rayons de soleil, le vent ou la biomasse, les énergies renouvelables sont présentées ici par l'Association camerounaise pour les énergies renouvelables comme une solution au délestage. Les industriels se plaignent parce que sans électricité, les industries sont plombées, les activités sont plombées. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là, autour de ces panels, pour mettre des enjeux, pour faire la promotion, pour qu'ensemble les acteurs qui font dans le domaine puissent rencontrer également les consommateurs et toutes les parties prenantes. Pour garantir à long terme la sécurité d'approvisionnement en énergie électrique dans la région du littoral, l'État donne des garanties. Le gouvernement a décidé d'actualiser régulièrement ces politiques pour mettre également un accent sur la production décentralisée d'énergie, c'est-à-dire valoriser de manière locale les énergies renouvelables. La bataille d'énergie, ça doit être une affaire de tous. Après Marois, le littoral accueille la deuxième assise régionale sur les enjeux du développement des énergies renouvelables. Du 19 au 20 mars, il sera question de former les acteurs du secteur, d'informer et de structurer la filière au Cameroun.
Donner de la valeur marchande aux déchets pour qu'ils soient facilement recyclés. Un challenge relevé en dents de scie dans un environnement où déchets organiques et industriels côtoient le décor. L'activité de recyclage est bel et bien encadrée par les instruments juridiques et appartient à la catégorie de l'économie circulaire. Qu'est-ce qui coince? On voit cela avec Monique Naoussi-Fosso et Emmanuel Tibi. Donner une seconde vie aux déchets, ça existe de façon disparate, bien que la matière première pollue de partout. Les marmites faites de fonte qu'on appelle les cocottes, vous savez à base de quoi elles sont faites? C'est déjà une forme de recyclage. Nous avons ici à Yopoué la possibilité d'avoir du sable. Et nous avons ces plastiques qui fondus peuvent servir de liant, c'est-à-dire comme avoir le rôle du ciment. On peut à partir de là fabriquer des dallettes. Et on peut à partir des jeunes ingénieurs qui sortent des écoles, nous monter des petites entreprises avec des groupes de jeunes pour faire des routes secondaires à partir des dallettes. Le recyclage est une activité génératrice de revenus. Il fait d'ailleurs partie des politiques de transformation structurelle de l'économie. Les 3 cas de fer à béton qu'on peut trouver sur le marché sont fabriqués à partir de la ferraille. Mais l'État aurait pu s'appuyer sur 2 concepts qui lui sont phares, à savoir l'économie circulaire, l'impôt substitution, l'appliquer aux ordures ménagères telles que définies aujourd'hui par le chef de l'État qui souhaite relancer l'agriculture biologique qui ne peut se faire qu'en produisant les fertilisants organiques. Dans un contexte de chômage, la culture de recyclage s'offre comme une planche de salut. Nous avons des enfants qui sortent des universités comme ingénieurs, il y en a qui sortent comme botanistes, il y en a qui sortent comme chimistes, mais est-ce qu'il faudrait leur dire comment est-ce qu'on fabrique du compost? Tout vient de la mentalité. On attend tout de l'État. Je ne veux pas les dédouaner, mais je veux dire on peut s'auto-employer, il suffit d'avoir un peu de génie. Le génie, ce n'est pas l'obtention des diplômes. Le génie, c'est la transformation de la connaissance en une énergie positive. Les opportunités de l'économie circulaire restent plombées par l'abandon des déchets organiques et industriels dans la nature. Au Cameroun, seuls 0,4% des déchets sont recyclés et 80,3% abandonnés dans les décharges à ciel ouvert. Un vent nouveau souffle à l'hôpital central de Yaoundé. Le professeur Pierre Ongolo Zogo prend officiellement les rênes de cette structure sanitaire. Ce mercredi, le ministre de la Santé publique lui a prescrit d'améliorer la salubrité de certains pavillons, remotiver le personnel soignant et assurer une gestion rigoureuse des ressources. Delphine Foncoutene et Constant Kamia. Poignée de main ferme, regard croisé. Le ministre de la Santé publique installe officiellement le professeur Pierre Ongolo Zogo à la tête de l'hôpital central de Yaoundé. Radiologue de formation, il n'est pas en terre inconnue. Avant sa nomination le 28 février dernier par le Premier ministre, il occupait déjà le poste de premier conseiller médical au sein de cet établissement. Un hôpital qu'il connaît bien, surtout ses multiples défis. Nous avons reçu des directives. Nous allons tout faire pour les faire mettre en application, en essayant de respecter les règles de bonne gouvernance, qu'il s'agisse de la gouvernance financière, mais également de la gouvernance clinique, pour que les populations de Yaoundé reprennent confiance dans cet hôpital qui est le leur. Le nouveau directeur prend les rênes d'une structure essentielle au système de santé camerounais, mais qui n'échappe pas aux zones d'ombre. Le scandale encore récent de la disparition de la dépouille de Dame Honorine Gono Aïna, la morgue, est encore sur toutes les lèvres. Et ce n'est qu'un épisode parmi d'autres. Une bonne partie du plateau technique et des bâtiments de cet hôpital a vieilli et nécessite une rénovation en profondeur. Il est donc nécessaire de poursuivre et d'intensifier les efforts de réhabilitation déjà entamés afin d'offrir aux patients des locaux dignes, fonctionnels et sécurisés. L'hôpital du peuple, c'est l'ambition que le ministre de la Santé publique trace au professeur Ongolo Zogo. Un hôpital où chaque patient, quelle que soit sa condition sociale, est traité avec dignité et humanité. Pour y parvenir, plusieurs leviers sont suggérés.
chaque franc, chaque équipement, chaque médicament doit être utilisé de manière efficiente et bénéfique aux patients et à l'hôpital. La mauvaise gestion ne saurait être tolérée et nous veillerons à ce que les règles de bonne gouvernance soient strictement respectées. Si vous voulez mon avis, évitez d'être embrigadé par un groupuscule de personnes qui viendront faire le Congo-ça, comme on dit. Dans cette nouvelle page qui s'ouvre, un Pierre en remplace un autre. Le professeur Pierre-Joseph Fouda, après une dizaine d'années à la tête de l'hôpital central de Yaoundé, prend sa retraite, laissant derrière lui l'image d'un gestionnaire rigoureux et dévoué. Cette cérémonie d'installation donne l'occasion de le féliciter pour ses bons et loyaux services. Bien avant, des distinctions sont remises aux directeurs d'hôpitaux qui se sont illustrés par leur engagement et leur dévouement à travers le pays. Parlons de sport à présent et des qualifications pour la Coupe du Monde Mexique, USA et Canada 2026. Les Lions indomptables sans solution ont été tenus en échec par les Swatini. Le Cameroun se déplaçait en Afrique du Sud pour y défier le dernier du groupe, les Swatini, afin de consolider sa place de leader. Mais malheureusement, la bande à Vincent Aboubakar va tomber sur une défense solide et concéder le nul, 0 but partout. À l'étranger, en peut-être une sortie de crise en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont repris le dialogue dans un esprit de convivialité. En Haïti, le pays reçoit depuis quelques heures des migrants expulsés des États-Unis. L'île Piédiou, Calvin Tekames, Calmande. Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont rencontrés à Doha au Qatar. Il est question de désamorcer la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Le M23 soutenu par le Rwanda a conquis les territoires au nord et au sud Kivu. Pendant 45 minutes, les présidents de la RDC et du Rwanda, dans une ambiance chaleureuse, ont réaffirmé leur engagement à parvenir à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Ils prennent également l'engagement de poursuivre les discussions pour trouver une solution durable au conflit. Cette rencontre pourrait marquer un tournant décisif pour un retour définitif de la paix en RDC. Des migrants haïtiens expulsés des États-Unis sont arrivés dans leur pays via le vol en provenance de Miami. Ils sont au total 46 passagers, dont 25 criminels condamnés. Je suis haïtien, j'étais au Brésil depuis 2013, mais j'ai finalement décidé l'année dernière de quitter le Brésil pour aller au Mexique et de là entrer aux États-Unis. Avec l'arrivée de Donald Trump, les protections qui couvraient 500 000 Haïtiens ont été supprimées. Plus de permis de travail, expulsion directe. Avec la dégradation de la situation sécuritaire en Haïti, les organisations de défense des droits humains exigent un moratoire sur ces expulsions. Deux patrons de presse de médias en ligne convoqués par le Conseil supérieur de la communication au Burkina Faso. Le 3 mars dernier, les journaux en ligne lefaso.net et Burkina 24 ont publié des extraits de discours du président de transition. Ibrahim Traoré a encouragé les populations à accompagner le processus de transition, ce qui a suscité de nombreux commentaires sous les 10 posts. Le gouvernement de transition a trouvé ces propos malveillants, discourtois, voire injurieux, à l'encontre du chef de l'État. Ces patrons de presse devraient s'expliquer sur la publication de ces commentaires. Les auditions terminées, le procès verbal sera transmis au collège des conseillers pour sanction ou avertissement. Les conseillers ont suggéré aux responsables des deux médias de rester vigilants dans la modération des commentaires. Trois grands noms de la politique ivoirienne restent radiés de la liste électorale provisoire publiée en début de semaine. L'ex-président Laurent Gbagbo, son ancien bras droit Charles Blé Goudé et l'ex-premier ministre Guillaume Soro. Une absence qui empêche pour l'instant leur candidature à la présidentielle du 25 octobre prochain.
Les 3 hommes sont déchus de leurs droits civiques en raison de condamnations pénales prononcées par la justice ivoirienne. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont tous deux écopé de 20 ans de prison pour des faits liés à la crise post-électorale de 2010 à 2011. Acquittés par la justice internationale, ils ont pu rentrer en Côte d'Ivoire en 2021 et 2022, où ils sont par ailleurs libres de leur mouvement. Mais, faute d'amnistie du président Alassane Dramane Ouattara, ils ne peuvent être réinscrits sur la liste électorale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.